Bonjour, bienvenue sur ce podcast. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Nicolas Berardi. C'est un entrepreneur, un investisseur, un trader également, fondateur et CEO de Traders Trust. Mais avant tout, c'est un homme au grand cœur. Nicolas, bienvenue. Bonjour Nordine, merci tout d'abord de m'accueillir dans ton podcast. Je suis ravi de pouvoir participer à ce podcast et en espérant qu'on va donner une valeur ajoutée à tous nos auditeurs, plutôt tes auditeurs en particulièrement, et on va pouvoir leur éclairer un peu aussi sur le monde du trading, sur ce mystérieux monde du Ouais. trading. Voilà. Eh ben, merci à toi avant tout d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait super plaisir. Alors, je commence toujours par poser la même question pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Bon, ben alors, c'est simple. J'ai bientôt 55 ans. Ouais. J'ai grandi à Genève. Donc, c'est ma ville, en fait, depuis toujours. J'ai fait mes études là-bas. Ouais. C'est là où j'ai commencé à travailler. C'est là où j'ai créé une famille. Et voilà, donc maintenant, je travaille. J'ai une entreprise qui s'appelle Traders Trust depuis plus de 15 ans. Et c'est à quoi je suis dédié, en fait, fondamentalement. Après, voilà, j'ai quelques hobbies, notamment, j'aime bien la voile. Ok. J'aime les randonnées en montagne, des choses comme ça, très simples. Et voilà. Ça, c'est, je Génial. dirais, voilà, en grande ligne, on va dire. Bah, je pense que tu as un parcours assez incroyable qu'on va essayer de retracer un petit peu. Mais avant tout, comment était Nicolas gamin? Oh, Nicolas Gamin, bah, c'est un garçon, en fait, euh, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire qu'il était hyperactif, Ouais. parce qu'il faut donner des noms sur tout. Mais c'était un gamin qui était très curieux, Mhm. surtout très curieux, très social, Ouais. très team leader, déjà, parce qu'on jouait au foot dans la cour d'école et voilà, on voyait déjà qui Qui était était le un peu les capitaine? meneurs ou pas. Voilà, un meneur, pas plus, j'étais pas très suiveur, plutôt un meneur, mais je voulais pas non plus avoir des troupes avec moi, j'aimais avoir quelques copains autour de moi Ouais. pour vraiment faire avancer tout ce qu'on voulait faire, notamment dans le sport. C'était beaucoup de football. Ouais, ouais. Et ça, disons que c'était genre jusqu'à 12 ans, 13 ans, comme ça. Voilà, ça, c'est un peu l'histoire du gamin. Ensuite, quand il y a eu l'adolescence, là-bas, on sortait beaucoup. Les premières voitures, voilà. Moi, j'ai roulé pendant 10 ans Fiat Panda, je ne vais pas Ouais. me le cacher. Peut-être c'était les meilleures années de ma vie, parce Ouais. on a l'insouciance. Mais voilà, c'était un peu le garçon Nicolas, quoi. Et après, au niveau des études, comment ça s'est passé? Alors, les études, j'étais pas alors j'étais un élève, je dirais, studieux, pas brillant. Je m'ennuie assez vite en classe, je dois dire. Assez vite. Ouais. Et, et du coup, j'étais un peu perturbateur même en termes de comportement. Euh, donc, ça reprend, tu es un meneur, donc tu t'ennuies un peu parce que, voilà, peut-être les matières ne t'intéressent pas, Ouais. ou bien parce que tu trouves que, voilà, ça te manque un peu de piment. Euh, et en fait, j'étais un peu un perturbateur à l'école. Après mes études, j'ai assez vite en fait tourné. Je voulais gagner de l'argent, ça c'était mon objectif. Ouais. Assez jeune. En fait, c'était pas de gagner de l'argent, c'était d'avoir l'indépendance financière. Même si j'ai jamais manqué de rien, mes parents m'ont jamais fait rien. J'ai toujours eu de l'argent avec moi, Ouais. mais c'était plutôt cette notion d'indépendance financière qui m'intéressait beaucoup plus. Ok. Voilà. Donc j'ai fait un apprentissage en Suisse. D'accord. Un apprentissage de banque. En fait, j'ai fait une année d'école d'ingénieur. Et j'ai vu que ça s'est pas bien passé Mhm. parce que de nouveau, on était dans de la théorie et toujours cette théorie qui est sympathique, mais voilà. Et j'ai tout de suite tourné dans un système qui s'appelle l'apprentissage en Suisse. Ok. Et je suis rentré dans la banque en apprentissage. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait mon parcours de finance. C'était en 86. Donc, j'ai commencé avec le Crédit Suisse, un parcours d'apprentissage. Et j'ai continué de suite en suite, en fait, toujours sans faire d'université, avec un bachelor et un master comme on fait maintenant. Ouais. Mais quand j'ai fini mon apprentissage, après, j'ai fait toujours des cours du soir, en fait. Même bien plus tard, même quand j'avais plus de 30 ans, en fait. Excellent. Ouais. Ouais, j'ai fait des cours du soir, même à l'université, etc., mais plus tard. Ouais. Et quand
si tu veux, Nordine, pour moi, quand j'apprends quelque chose, il faut que je le concrétise. Et pour moi, ça fait du sens. Si, Ok. de nouveau, on revient sur les théories, c'est Ouais, bien. ouais. Voilà. Mais c'est de la théorie à la fin. D'accord. Et moi, j'ai besoin de concret. Et donc, ben, tu as fait ta transition, tu as commencé à travailler dans le milieu bancaire Ouais. et tu as commencé dans un très bas niveau. C'était quelle position? Tu Ok, as ben commencé comment? alors, je vais te dire. Donc, alors, le principe, c'est quoi l'apprentissage? Ouais. L'apprentissage, c'est que tu fais 3 ans. Tu fais 3 ans, tu travailles et en parallèle, tu vas à l'école. Sauf erreur, c'est 2 jours et demi ou 2 jours d'école, 3 jours de travail. Je m'en souviens même plus, mais Mhm. c'est quelque chose comme Ouais, ça. ouais, ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 ans? Ben, c'est que tu vas parcourir peut-être une vingtaine de départements dans la banque. Mhm. Je dirais comme ça, parce qu'il y avait des stages d'1 mois, il y avait des stages de 3 mois en fonction de l'importance un peu du département. Donc, si tu veux, sur 3 ans, tu peux faire un calcul un peu simple. Tu fais une moyenne, grosso modo, si tu parles de, voilà, si tu dis une moyenne de 2 mois de stage sur 9 mois, ça va vite. Hein. Ouais. Donc, tu es facilement à plus de 20 départements quasiment. Ok. Facilement sur 3 ans. Wow. Donc 20 départements en passant du classement, en passant du guichet, en passant de la gestion de fortune, en passant de l'analyse, en passant du trading, en passant du back-office de trading, des back-office de tout ce que tu Mhm. peux imaginer, des opérations, des paiements. Eh ben, tu as en fait un spectre du monde financier, de la D'accord. banque en tout cas, qui est hyper large. Et malgré ce qu'on puisse penser, c'est après chacun a sa capacité à apprendre. Mais Ouais. moi, disons, dans la réalité, je suis quelqu'un qui, vu que je suis très curieux, Mhm. j'apprends très vite. Et en fait, j'ai acquis une connaissance assez, à mon avis, une bonne base pour partir dans la finance Excellent. sur ces 3 ans. Donc après, tu me poses la question, Ouais. où j'ai commencé? Ben, j'ai commencé, j'étais au guichet. Sauf erreur, même, j'ai fait, je crois, 3 mois de service administratif, je m'en souviens même plus quoi. Ok. Après, j'ai commencé au guichet. Ouais. Et en fait, j'ai fait quasiment 8 ans au Crédit Suisse de guichet conseiller à la clientèle, parce qu'on devait, non seulement on donnait de l'argent, etc., la distribution, il n'y avait pas encore les bancomates comme Voilà. maintenant, Ouais. mais on devait ouvrir des comptes aux gens, vendre des fonds de placement, vendre des cartes de crédit, etc., etc. Il y avait tout ce travail Wow. ici. Excellent. Et fast forward, on va dire, dans justement cette carrière dans le monde de la banque, comment est-ce que tu as évolué? Quelle a été ta plus haute position, on va dire? Alors, dans la banque, alors après, ça a continué l'histoire. En fait, j'ai commencé au guichet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours travaillé dans un environnement où j'avais une certaine indépendance. Pour Ouais. moi, ça, c'est important. Les gens m'ont dit, pourquoi tu fais pas de la gestion? Mais moi, j'avais envie, j'aimais la caisse parce qu'il y avait un sas et j'étais le patron quand j'étais dedans. Ok. Donc, oui, je devais respecter des règles, mais j'étais le patron. J'avais une équipe de 3 personnes avec moi, ou 4 même, 4 personnes avec moi, et on savait, on avait nos horaires, on avait nos travaux. Et donc là, assez vite, j'étais, bon, après, à 23 ans, je crois, j'étais responsable de ce service à la clientèle, appelle-le comme ça, Mhm. qui était le deuxième plus grand de Genève. Hein. Juste Ouais. comme pour donner un peu la dimension. On brassait des millions d'argent en termes de cash, de nouveau, pas de bancomat, mais on embrassait et on ouvrait des comptes, c'était une machine. Après, alors c'est mon côté un peu rebelle. Hein. Mhm. Je voulais, moi, mon objectif, c'était d'apprendre l'anglais. D'accord. Et donc, je crois que j'avais 24 ans, sauf erreur. Je crois, j'avais 24 ans. J'ai dit au Crédit Suisse, voilà, parce que je savais qu'ils envoyaient des gens à l'étranger, hein, ça se faisait. Ah, j'aimerais partir à l'étranger, et par contre, j'aimerais un endroit anglophone. J'ai dit, envoyez-moi où vous voulez, mais anglophone. Et bien sûr, pour Dieu sait quelle raison politique, ils m'envoient à Zurich, ils me demandent. Bon, j'ai dit, OK, si c'est comme ça, je donne ma démission, et je leur ai donné une démission avec 12 mois d'avance, en sachant qu'à la fin de l'année, je partais. Et c'est ce que j'ai fait. Donc après, bon, je suis parti à l'étranger, je suis parti à San Diego assez vite, 6 mois. Après, je suis revenu, je trouvais pas tellement de travail parce que, de nouveau, quand tu sors du monde du travail, il faut se remettre un peu dans le bain. J'ai cherché, de nouveau, toujours dans la banque. Après, j'ai fait, pendant 2 ans, j'étais comme au service administratif d'un dealing desk qui était SBC Warburg, qui est devenu UBS. Après 3-4 mois que j'étais là-bas, sauf erreur, je suis devenu un dealer dans les dépôts à terme, en fait. Parce qu'il y en a un qui est parti, on me l'a proposé, parce que je les aidais souvent. Toujours cette initiative, toujours d'apprendre plus. Et après 2 ans, je suis parti. J'ai fait une année de KPMG.
Et après, je suis rentré dans une banque privée. C'était en 2000, ça. Je suis rentré dans une banque privée en tant qu'assistant du directeur financier. De nouveau, toujours la curiosité. Et après, on m'a proposé, après 2 ans, parce que malheureusement, une brave personne, en fait, d'ailleurs, je suis toujours en contact et c'est un super ami, il a fait un burn-out à ce moment-là et on m'a proposé la position si je reprenais le truc. Et puis depuis là, en fait, j'étais CFO, directeur financier de la banque. Et puis ça s'est passé jusqu'à fin 2008, en fait. Ok. En fait, cette banque, c'est devenu Saxo Bank Switzerland. Parce que nous, je suis rentré, il venait d'avoir la licence. On a travaillé 3 ans, ça ne s'est pas bien passé. Le propriétaire a trouvé le moyen de tourner cette banque en banque de trading en ligne. Et c'est là où, si tu veux, Nordine, le premier pas du trading est arrivé pour moi. Ouais. Pas le trading, parce que je vais te raconter une anecdote qui s'était passée bien avant, mais le monde du trading en ligne, on va dire. D'accord. C'était en 2003-2004 parce qu'on a converti cette banque en banque de trading en ligne avec la technologie de Saxo Bank, qui s'appelle un white label en fait. Et avec cette technologie, après en 2008, le propriétaire a décidé de vendre la banque et ça a été vendu à Saxo Bank, qui est devenu Saxo Bank Switzerland. D'accord. Voilà. Ça, c'est mon parcours, je dirais, de la banque jusqu'à 2008, en fait, 2008-2009. C'était ça. Donc, tu vois, je suis parti de 86 en apprentissage. En guichet. J'ai travaillé au guichet. Non, en apprentissage. Ouais. Après, le guichet pendant 8 ans quasiment et toutes ces étapes. Donc, avec un break aux États-Unis, à San Diego. 6 mois, voilà. Ouais. Je suis parti 6 mois à San Diego. Ouais. Un break. Donc, une évolution assez mouvementée, mais tu as quand même fini au top en tant que CFO. Donc, voilà, d'une banque. Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as connu, on va dire, des choses difficiles au niveau carrière, à part peut-être ton retour à San Diego qui a été assez difficile? Est-ce que tu as eu des challenges, on va dire? De carrière? Ouais. Donc, on va dire qu'en termes de carrière, si tu veux, je pense pas que j'ai eu beaucoup de challenges de carrière dans le sens que, en tout cas, je les ai pas perçus comme tels. Pour moi, si tu veux, chaque fois que je travaillais dans un endroit, je travaillais comme si c'était mon entreprise. Donc, à la fin, si tu veux, chaque fois qu'il y a eu des décisions un peu d'être prises par des supérieurs, ben, j'avais un peu toujours l'avantage. Parce que quand tu travailles comme si c'est pour toi, ben, par défaut, tu vas être meilleur que les autres. Ouais. Donc, c'était un choix toujours un peu naturel. D'ailleurs, j'ai jamais demandé une position de ma vie. On me l'a toujours proposé. Toujours. J'ai jamais demandé, j'aimerais ce poste. J'ai jamais postulé pour ça. Je suis toujours, dans mes différentes étapes, je suis toujours rentré au plus bas niveau et j'ai laissé faire. Okay. Donc, en termes de challenge professionnel, franchement, je te parle de la période de la banque, pas de la période de Traders Trust qui arrive plus tard, du business d'indépendant. Mais je dirais qu'en tant qu'employé, non, à la fin, tu as un salaire, tu bosses dur, ça se passe bien, tu n'as pas d'échec, à part cette histoire de Zurich, etc. Mais hormis ça, professionnellement, je dirais jusque-là, je ne peux pas dire que j'ai eu des gros échecs. Alors, de nouveau, les gens me disaient que j'étais un fou dans la manière dont je travaillais. Parce qu'ils disaient, ouais, mais pourquoi tu travailles comme ça, autant, gna gna gna. C'est presque s'ils étaient, eux, en porte-à-faux vis-à-vis de moi après. Mais moi, je ne le faisais pas pour être meilleur qu'un autre. Je le faisais juste parce que je travaillais comme si c'était pour moi. Donc, c'est dans ta nature, quoi. Voilà, donc pour moi, il n'y avait pas de... Voilà, c'était pas quelque chose d'artificiel. Excellent. Et au niveau personnel, est-ce qu'il y a eu des challenges? Alors, au niveau personnel, je vais te dire, j'ai eu une enfance super sympa, heureuse. On n'était pas riches, mais mes parents, c'était des travailleurs. Donc, on a toujours eu de l'argent. Un frère super, tout. Et puis, il y a eu la période, on va dire, un peu difficile pour moi. C'était l'âge autour des 17 ans. C'est là où j'ai perdu mes cheveux. En fait, j'ai eu une alopécie. Pour ceux qui connaissent, ils peuvent chercher. C'est une alopécie. En fait, c'est une défaillance de ton système immunitaire au niveau du système pileux. Et là, c'était difficile. Difficile parce que c'est là où tu sors, c'est là où tu vas les filles, etc., etc.
Puis voilà, quand tu sors, quand on te regarde, tu es un zombie, tu vois. Mhm. Donc, on remet dans le contexte, on parle de il y a 40 ans en arrière quasiment. Ouais. Ok, il n'y avait pas de chauve hein, à l'époque, c'est-à-dire même les chauves, c'est celui qui avait 55 ans Ouais. et encore. Mais pas de jeunes. Les gens ne se rasaient pas le crâne, c'est-à-dire ça ne se faisait pas. Les gens qui se rasaient le crâne à l'époque, moi des gens voyaient ma mère, ils pensaient que j'étais un skinhead, ce qu'on appelle Mhm. à l'époque. Ouais. Donc pour ceux qui ont connu. Donc c'était assez difficile. Pas assez, c'était même très difficile, je veux dire. C'était une période pas gaie pour moi, avec plein d'idées dans la tête. Mais j'avais une chance, toujours, et je dois le reconnaître, toujours un support de certains amis proches que j'ai toujours. Hein. Mhm. On se connaît depuis l'âge de 14-15 ans. On était en vélomoteur, on faisait des fous. Et j'ai toujours ces amis qui sont proches de moi, on est toujours ensemble. Ouais. J'ai un frère qui est incroyable, etc. Et ça m'a vraiment donné la force, parce qu'après, on sortait quand même partout, dans les boîtes, etc. C'est pas que j'étais reclus à la maison. Bien sûr. Et une chose et l'autre, eh ben, avec le temps, après, tout se passe bien. Quoi. Super. Voilà. Bah, ça t'a pas empêché d'évoluer personnellement, professionnellement, de fonder une famille également et tout le reste. Ok, excellent. On va faire changer de sujet un petit peu et parler justement de cette transition avec la création de ta boîte, Traders Trust, de ton broker. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a poussé justement à créer Traders Trust? Alors, en fait, je pense les choses ne se font jamais par hasard. Ouais. Ok. Traders Trust, pour moi, alors Traders Trust, c'est juste comment dire, on va dire que c'était un véhicule pour compléter un peu ce que j'avais envie de faire. Parce que depuis enfant, je me suis mis en tête depuis toujours, j'ai dit, je veux avoir mon entreprise. Je ne savais pas quand, comment, quelle entreprise, parce que je pense que depuis l'âge de 10 ans, j'ai ça en tête. Wow. J'ai pensé à ouvrir des bars, etc., à faire plein de choses. Ouais. Mais après, voilà, les choses ne se sont pas concrétisées. Mais Traders Trust est venu parce que tu vois, c'est les briques qui se mettent et qui ça crée en fait la vérité. Ce qui se passe, c'est qu'en fin 2008, mon boss vend la banque à Saxo Bank. Puis voilà, moi je fais que des meetings là, je commence un peu à m'ennuyer. Voilà. Et après, ben, la question c'est que faire. Puis, et là, moi, vu que j'avais toujours cette idée qui me mijotait, et c'est là où j'ai commencé à regarder, et si je montais mon propre broker. Okay. Donc, après le début de Traders Trust, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vu que j'avais ça en tête, j'ai commencé, je me renseignais, hein, etc. Et j'ai vu qu'à Chypre, il y avait un peu un hub comme ça de brokers qui se créait, quelle technologie, quelle plateforme, comment le faire, comment pas le faire. Et d'une chose à l'autre, et puis j'ai dit, bon, tu sais quoi? Bon, on va y aller. Et en fait, c'est uniquement suite tu vois, un cumul d'événements qui fait que tu prends une décision pour te lancer dans quelque chose. D'accord? Mais l'idée sous-jacente, elle y était depuis très, très longtemps. C'est ça que je veux dire. Ok. D'accord? Ouais. L'idée sous-jacente, elle y était depuis toujours. Mmh. Après, il a fallu, en fait, tu sais, un peu, on dit les étoiles doivent s'aligner pour que ça se passe. Voilà, c'est un peu... Ça, c'était le départ de Traders Trust. En 2009, en fait. Mais tu n'as pas eu un déclic un jour, c'est vraiment quelque chose que tu avais déjà depuis toujours jeune. Toujours. Ouais. Alors, de nouveau, je répète, c'était peut-être pas le trading ou quoi que ce soit, Bien mais je voulais avoir mon affaire. D'accord. Ça, c'était depuis toujours. Excellent. Donc, Traders Trust a été créé à peu près dans les 2010. Ouais, c'est fin 2009, ouais, exactement. Fin 2009, donc on est déjà à quasi 15 ans. 15 ans. Ok, donc il y a eu une belle évolution. Ouais. Aujourd'hui, c'est un broker qui est présent à Chypre, qui a également des bureaux en Amérique latine, en Uruguay, qui est présent internationalement, autant en Asie, en Afrique également, avec des bureaux en Afrique. Mais il y a eu une évolution. J'aimerais retracer un petit peu le parcours. Est-ce qu'il y a eu des défis, des challenges dans ces 15 dernières années? Alors évidemment, tu ne connais pas une entreprise qui n'a pas eu des défis et des challenges. Moi, j'ai commencé, alors tout d'abord, voilà, quand on disait, oui, tu as fait Traders Trust, alors la première chose qu'il faut faire, c'est trouver de l'argent. Et moi, je ne connais pas des investisseurs. J'adore les gens, je regarde beaucoup de podcasts, et les gens te disent, ah non, mais moi, j'ai levé 10 millions, 15 millions. Voilà, c'est très bien. Moi, j'ai levé 0. Donc, j'avais des économies que j'avais travaillées pendant tant d'années. J'avais une maison. Okay. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends toutes tes économies, tu vends ta baraque, et puis tu y vas. Et là, tu te rends compte que
tu ouvres une entreprise dans un pays étranger dont tu ne vis pas. Ouais. Alors même si à Chypre, tout le monde parle anglais, mais c'est pas chez toi. Et là, tu vas commencer à comprendre des premières douleurs, quoi, en fait. Parce que tu engages des gens, Ouais. tu as tes coûts qui commencent à partir, et tes revenus, c'est difficile, quoi. Alors, les 3-4 premières années, ça a été une catastrophe. En fait, c'était de l'injection de fonds. Après, je me suis endetté auprès de tiers, euh, à des taux incroyables, peu importe, mais merci qu'ils étaient là, d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Euh, et, euh, et là, tu passes des moments très, très difficiles, en fait, parce que tu arrives à des moments où, je te dis, j'ai des très, très bons souvenirs. Bon, c'est pas des bons souvenirs, mais des souvenirs très clairs, on va dire, Ouais. que quand tu es le 15-20 du mois et tu sais pas comment tu vas payer les salaires, c'est un problème, tu vois. Tu dors pas bien, je te Ouais. garantis. C'est là, ton cerveau, j'ai dit, tant mieux que j'ai plus de cheveux, au moins, Ouais. au moins, on va pas trop les effets. Mais non, c'était très, très difficile. Wow. Là, c'était vraiment le creux de la vague. T'as pensé à quitter? À tout arrêter des fois? Ah ouais, mais j'avais juste un problème, c'était que je m'étais emprunté auprès de gens que je connaissais Ouais. personnellement. Et rien que pour ça, je voulais pas le faire. Ouais. Parce que là, mais si c'était par exemple peut-être un investisseur tiers que je connais pas, que j'avais pas d'affinité, bon ben, le business va mal, va mal. Ouais. Puis tu fermes. Mais j'aurais peut-être même pas mis trop mes sous, tu vois. Mhm. Je fais comme la plupart des gens, ils trouvent de l'argent des autres, et puis si ça pète, ça pète. Ouais. Et puis c'est pas eux, quoi. Exactement. Mais Ok. moi, c'était tout mon argent, mes économies, c'était tout. Et en plus, des relations que j'avais, quoi, du moins les proches. Bien sûr. Donc, c'était chaud pour moi. Wow. Ok. Donc, Bah, si c'était à ouais. refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Alors, deux choses. Ouais. Alors, un, je le referai pas. Ouais. Je te dis, tout le monde te dit, oui, non, moi, je referai la même chose. Non, non, moi, je ne le ferai pas parce que cette période que je viens de te dire, je veux plus la repasser. Ouais. Plus jamais de ma vie. Ouais. Ça, c'est un. La deuxième chose, les gars, n'ouvrez jamais une boîte où vous n'êtes pas dedans, quoi. Mhm. Il faut être dedans. Moi, j'avais un problème, pas un problème, mais ma femme, elle a sa vie à Genève, mes enfants étaient petits, quoi. C'était très difficile de les bouger et le seul qui pouvait bouger, c'était moi. Mhm. Mais moi, je ne pouvais pas non plus bouger, genre, je ne pouvais pas s'occuper de tout ça, ma femme. Je pouvais faire des voyages, genre une semaine, 10 jours et revenir. Et en fait, c'est ce que je fais toujours. Ouais. Maintenant, je suis beaucoup plus à Chypre parce que mes enfants sont grands, etc. Mais avant, je faisais une semaine par mois. Puis n'oublie pas que l'évolution technologique, Bien on sûr. commence à avoir des outils de monitoring, etc. Comme on commençait avec Skype à l'époque. Je ne sais Ouais. pas si tu t'en souviens, Bien il sûr. existe toujours d'ailleurs. Et les vidéos, et les machins, et les contrôles. Et on a commencé aussi comme ça. C'est ce qui m'a permis de pouvoir faire. Mais je le conseille à personne parce qu'il faut que tu sois dans ton entreprise. Ouais. C'est important. Même juste ta présence physique, même si tu ne fais rien, c'est important. Ok. Donc, mais bon, quand même, au moins, durant les 10 premières années, tu as toujours fait les allers-retours entre la Suisse et Chypre. Ah ouais. Et quelle est l'importance justement du soutien familial? Parce que on parle souvent de l'entrepreneuriat. Quelle est la leçon à tirer du support de ta famille, de tes proches? Ok. Alors ça, c'est très simple. Ouais. Si tu n'as pas le support, ne le fais pas. Mhm. Il n'y a pas, oui, non, mais... Non, non, non. C'est ou tu as quelque chose de solide chez toi, Ouais. genre ta famille, ta femme, mais c'est plutôt ta relation couple, on va dire. Ouais. Parce que c'est là que tout part, d'accord? Donc si ta relation couple est super, elle doit être hyper solide, pas super solide, elle doit être même, je dirais plus, elle doit être presque idyllique. D'accord. Mhm. Tu vois, Ouais. on est plus que bien. Parce que dans la vie, tu sais, c'est comme les gens qui travaillent à 100 km de chez eux. Le premier jour, ça va, le deuxième jour, mais au bout de 2 ans, 3 ans que tu fais ça, si tu n'as pas quelque chose de super solide derrière, tu ne peux pas supporter. Ouais. Donc, pour pouvoir se permettre de faire une entreprise à l'étranger, prendre des risques comme ça, si tu n'as pas cette sécurité, je dirais, sentimentale, familiale, hyper solide, pas Mhm. solide, hyper Ouais, solide, ouais. hein, oublie, faut même pas y songer. Ou tu dis, bon, ben, ça va pas dans mon couple, je pars, c'est une autre histoire. Ok. Mais tu vas pas garder un couple longtemps s'il n'est pas béton pour faire quelque chose comme ça. Tu vois. Ok. C'est pour ça que je dis aux gens, faites vos expériences, mais faites-le avant 30 ans. Ouais. Tu n'es pas marié, ça Ouais. casse, ça passe, Ouais, ça ouais. casse, tu vois. Mais quand tu es engagé, tu as une famille, tu as des enfants, bah, voilà, après, ça dépend de tes valeurs aussi. Mhm. Moi, je suis quelqu'un, je suis responsable de ma famille. Bien sûr. La famille, c'est le socle. Il n'y a pas à discuter. C'est un no-brainer, comme on dit en anglais. Excellent. D'accord.
Ouais, des infos super intéressantes. Déjà, merci du partage, parce que je sais que tu t'ouvres de manière personnelle et c'est pas quelque chose que tu fais d'habitude, parce que je pense pas que tu aies donné énormément de podcasts ou d'interviews. Non, ben c'est le premier, je te rassure, Donc, Nordine, c'est le déjà, je premier. te remercie. Maintenant, on avance sur Traders Trust. Donc, justement, après 15 ans, voilà, c'est une boîte qui est bien établie. Aujourd'hui, quelle est la mission de Traders Trust et comment cette mission, elle se reflète au jour le jour? Alors, à la base, Trader Trust, c'est quoi? C'est en tout cas les idées de base, je dirais la colonne vertébrale, c'est quoi? C'est de donner un environnement de trading à qui que ce soit comme trader, Hmm, en tout cas dans les produits qu'on propose, ouais, notamment dans l'échange et certains ce qu'on appelle les CFD, les produits financiers, l'échange et les indices, etc. C'était de donner un environnement de trading le plus transparent possible hmm, et je dirais euh, où un trader, en fait, n'a pas de problème, ne veut pas ouais, avoir de problème. En tout cas, pas par rapport à ses outils ou son environnement tel que Traders Trust peut lui offrir. C'est-à-dire, si on parle des principes, c'est c'est la user experience, hein, la UX du ouais, client, ouais. quand il s'enregistre, Hmm, après ben, il dépose ses papiers, après il va faire un dépôt. Toute cette partie de process, pour moi, elle doit être. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que je cherche dans ta question? Je m'égare un peu. C'est vraiment l'usage du trader. hmm, Je suis trader moi-même. J'ai ouvert des comptes dans d'autres brokers et j'ai eu des expériences qui me déplaisent. bien sûr. Et j'ai dit, moi, je veux donner un environnement où il n'y a pas ça. Ouais, Je veux que ce soit, tout doit être fluide, en fait. Donc, si tu veux, c'est ça. Ensuite, c'est la transparence. Euh, je garantis pas de revenus, moi, aux gens. mhm, Par contre, je leur dis toute la problématique qu'ils peuvent ouais, avoir. Après, c'est leur risque, c'est pas le mien. D'accord? Mais c'est vraiment cette notion de transparence et je veux pas prendre avantage de qui que ce soit. Tu sais, dans le trading, tu peux faire tout, un mhm, peu tout et bien n'importe sûr. quoi. Ouais. Donc, surtout du côté broker. Et on a entendu tellement d'histoires. Donc, c'était vraiment ça. Et puis, c'est pour ça que le nom Traders Trust, donc la confiance, hein, Bien sûr. euh, la confiance des traders. Ouais. Donc, tu vois, il y a une cohérence là derrière. Ok. C'est un peu tout ça. Ça, c'est vraiment, je dirais, et pour continuer, c'est vraiment ce qu'on garde comme ligne directrice dans tout ce qu'on fait. C'est toujours, ça, c'est le point cardinal. Ok. Ça, c'est au niveau client. Donc, il y a transparence, c'est les mots-clés, honnêteté, un service clientèle qui est au top. Après, au niveau entreprise, je sais que chez Traders Trust, tu as des employés qui sont là depuis de nombreuses années, plus de 10 ans. C'est quoi les valeurs, justement, toi, en tant que CEO aujourd'hui, fondateur de Traders Trust, tu inculques à tes employés que je vois vraiment comme une famille plus que comme des collègues? Ben, pour te dire un peu l'idée, je ne sais pas si tu as vu le logo de Traders Trust, c'est plein de T qui sont, en fait, qui se tiennent comme ça. Ben, en fait, c'est cette notion de famille, en fait, de Ouais. communauté un peu et de respect d'entre nous. On parlait après de transparence pour les clients, mais pour moi, mes vraies valeurs, la première de toutes, Mm. et elle vient au-dessus de vraiment tout, c'est le respect. Ouais. Parce que si tu respectes les gens, toi-même, etc., bah, tu n'auras pas trop de problèmes dans ta vie normalement. Ouais. Ça, c'est un peu ce que. En tout cas, c'est ma philosophie de vie. Mhm. Donc, en fait, la première chose dans mon entreprise, qui que ce soit, Mhm. tu es bon, tu es mauvais, c'est le respect. Ouais. Il n'y a pas de respect, mais tu n'as pas 2 minutes dans l'entreprise. Ok. Il m'est arrivé d'engager des gens, on me les a présentés comme des caïds, etc. Il s'est passé des choses, je ne veux pas m'étaler là-dessus, Mhm. mais après 1 mois et demi, je leur ai juste demandé de partir, tout Ouais. simplement. Ok. Donc sans hard feeling, hein, j'ai pas Mhm. de. C'est juste ça, on ne matche pas dans nos valeurs. Ouais. Et pour moi, les valeurs, c'est vraiment ce respect, cette intégrité. Et je pense que si tu as ça, Mhm. bah, après les gens, après ils sont libres de partir, de revenir. Je connais des gens qui sont partis, qui sont revenus. J'ai quelques cas, mais j'ai aussi des gens qui sont là depuis presque 10 ans. Mhm. Euh, et, et voilà, quoi. Ça, et puis les gens qui arrivent, alors il y a des gens, ce qu'il faut savoir en termes de turnover à Chypre, Ouais. dans notre industrie, vu que c'est un hub, les gens bougent beaucoup, Mhm. énormément. Ils peuvent Mhm. bouger, pour 200 balles, ils bougent les gens. C'est comme ça. Ouais. C'est pas tout à fait ma mentalité, parce que moi je pense qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais c'est important pour tout le monde. Et je respecte, hein, j'ai pas de problème avec ça. Donc il y a quand même beaucoup de mouvements. En plus, il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent, qui partent, Ouais. etc. Donc ça crée tout ça, ce brassage. Mais c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir quelques bons piliers avec moi depuis très longtemps. Bah, tu vois, toi, Nordine, Mhm.
On se connaît quasiment depuis 10 ans maintenant. Ouais. D'ailleurs, tu étais parti parce qu'il y avait un directeur qui était un abruti. Ouais, donc je suis là pour en témoigner aussi. Ouais. Et je t'avais dit, attends, malheureusement, je ne suis pas là, tu vois ma Ouais. situation. Le jour où il part, et puis le Ouais. jour où il est parti, ben... Ouais. Non, je peux en témoigner. J'ai vu que autant tu peux être quelqu'un d'extrêmement sympa, agréable et down to earth, on va dire, autant tu peux être intransigeant quand il y a certaines lignes qui sont dépassées. Ouais, bah, et on peut raconter une anecdote. Il y Allez. avait tu t'en souviens, tu avais un apporteur Mhm. et qui m'avait appelé, qui m'avait dit, ouais, Nordine, il t'avait Ouais. traité de nom d'oiseau. Ouais. Et puis j'ai dit, écoute, Nordine, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu m'avais dit, ouais, écoute, te fais pas de soucis, je vais arranger l'histoire. De toute façon, s'il nous amène... Et moi, je te dis, laisse-moi faire, tu vas voir, je vais arranger l'histoire. Et en fait, je l'ai arrangé en 1 minute. Hein. Je lui ai dit à mon lawyer, envoie-lui le contrat, on arrête tout, c'est terminé. Je déteste ça. Ouais. Donc, même d'un point de vue relation client, je déteste. Ouais. C'est plus fort que moi, je ne veux pas. Mhm. Donc, à partir de là, je suis quelqu'un, je peux être indulgent, mais j'ai mes valeurs, mes principes, et il ne faut pas que ça aille contre ça parce que ça ne va pas le faire. Ouais. Donc, Ok. Donc, tu es quelqu'un qui a plusieurs casquettes, plusieurs facettes dans ta carrière. L'une des facettes, c'est le trading, parce que tu n'es pas simplement CEO, mais tu es toi-même trader passionné de trading. On a eu l'occasion de partager beaucoup sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu pourrais me dire au niveau du trading, du marché du forex, d'une manière générale? bon, écoute, alors, très simplement, tout dépend comment tu traites. C'est quoi ton objectif? Si c'est de la spéculation, ou si c'est, genre, tu as une vision à plus long terme de trading. Moi, en termes de trading, je pense qu'il y a plus... moi, en tout cas, je traite comme ça. Je vais te dire comme ça, on va pas... Parce que moi, j'ai pas une théorie. Les théories, j'aime pas ça. Donc, et je ne veux pas donner les théories aux autres. Si tu veux, moi, je traite en fonction un peu de la volatilité du marché. J'ai mes écrans devant moi. Et puis, je vois des mouvements, en fait, tout simplement, de marché. Je ne suis pas quelqu'un qui traite à très long terme. Je n'ai pas des vues d'institutionnel parce que je prends pas mal de leviers. Et puis, je ne gère pas des fonds de milliards. Donc, tu prends pas de levier, tu t'installes dans un marché plutôt de courbe d'intérêt, par exemple. Maintenant, moi, si tu veux, la seule chose que je conseille aux gens, c'est de dire, quand vous traitez, la première chose, soyez devant vos écrans ou ayez l'accès de pouvoir fermer vos positions à tout moment ou l'ouvrir quand vous voulez. Et ça, c'est... Contrôlez ce que vous faites, quoi. C'est comme... Pour moi, tu vois, le trading, Nordine, c'est comme la voiture. Si tu crois que la voiture, elle va t'amener en autopilote de A à B, tu peux. Il y a des Tesla, après, voilà. Moi, je ne te ferai pas confiance. Moi, j'aime contrôler ce que je fais. Sinon, je ne le fais pas. Donc ça, c'est un. Je regarde beaucoup les volatilités de marché parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Moi, je n'ai pas des stratégies, comme je disais, à long terme. J'ai des stratégies à assez court terme. Je prends beaucoup de leviers à court terme parce que je vois un mouvement de marché et peut-être une position, elle peut me durer 3 heures comme elle peut me durer 10 minutes. Donc, voilà. Ou même plus, peut-être. Ou la journée, si ça ne se passe pas tout à fait comme je veux. Mais le plus important de tout, c'est de savoir sortir de ta position. En perte ou en profit, peu importe. Mais c'est important de savoir sortir. Ça, c'est de rentrer, je te dirais, c'est ce qu'il y a de plus facile. Parce qu'à la limite, voilà, hop, on prend une position, maintenant avec nos portables, on rigole, hop. Mais de sortir, parce que tu sors avec quel profit, tu sors avec quelle perte, etc. Et là, c'est là où tu as stratégie, mais chacun sa stratégie. Je ne suis pas en train de donner des... La seule chose que je conseillerais à tout le monde, écrivez, vous ne voulez pas perdre plus que tant sur cette position, genre... Un plan de trading. Point. Je veux dire, à la fin, appelle le point de trading, appelle-le comme tu veux, mais à la fin, je ne veux pas perdre plus que X. Le risque. C'est le risque, c'est toujours le risque. Parce que, je te donne un exemple très simple. Si tu as 1000 francs et tu dis, je ne veux pas perdre plus que 10 francs par opération, bah, tu peux faire potentiellement 100 opérations. D'accord? Maintenant, imagine, sur peut-être 1000 francs, tu peux faire 2 opérations et tu as perdu tes 1000 francs. Même une. Bah, quand tu les as perdus, c'est fini. En termes de chance de recovery, ça n'existe pas. Donc, c'est super important de se donner ce point de, je dirais, de sortie. Et de nouveau, la chose la plus dure, mais où il faut se féliciter, c'est de prendre une perte. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Tu dois, je te dis, alors bon, après, ça dépend des montants que tu traites, mais c'est un type qui me disait, que j'avais connu à l'époque,
un vieux de la vieille, comme on dit. Ouais. Il m'a dit, mon gars, mais quand tu prends une perte, prends une bouteille de champagne et fais-toi plaisir. Parce que ça veut dire que tu as limité ta casse. D'accord? Ouais. Quand je te dis prendre une perte, c'est pas que tu n'as pas le choix. Bien sûr. Je dis, tu as décidé de la prendre, point. Ça veut dire que tu as limité ta casse et potentiellement, tu as d'autres opportunités de te refaire. Excellent. Ouais. Okay? Donc, ouvre une bouteille de champagne. Parce que c'est vraiment le plus dur, quoi. Quand tu traites, c'est le plus dur. Ouais, d'accepter sa perte, avoir une gestion. Exactement. Après, l'autre chose, je dirais, vraiment le b.a.-ba, et tout le monde le sait et personne ne l'applique, c'est la gestion du risque, c'est ton money management, ce qu'on appelle. Hein. Dans le trading, tu n'as pas 50 trucs. C'est le money management et ton time frame, ce qu'on appelle la période en fait, de trading que tu veux. Ouais. Ton horizon de temps, en fait. Tu peux traiter, par exemple, tu dis, je te donne un exemple, les institutionnels, eux, ils ont du cash, etc. Ils font du hedging. Ils pensent que la courbe du dollar va baisser. Ben, ils vont se mettre... ils vendent tout ça. Et puis après, ils vont racheter plus loin. Mais ils ont un horizon de temps de 6 mois, peut-être. Ouais. 1 an. Tu vois? Alors que quand tu es un trader, genre le commun des mortels, tu as 2 choses. Un, tu veux bien sûr gagner de l'argent, mais tu as un peu d'excitement. C'est-à-dire, si tu t'excites pas un peu sur le marché, que tu vois les prix bouger assez vite, etc., ben voilà, quoi. Ok. Excellent. Moi, je t'ai vu trader de mes propres yeux et il y a une chose que je voudrais mentionner, c'est que je t'ai vu toujours garder la tête froide, même avec de gros profits ou même dans la perte. Et le fait de rester comme ça stoïque dans son trading, quelle est l'importance de la discipline, de la psychologie dans tout ça? Alors, je pense que ça vient avec le temps, Nordine. Ça vient pas du jour. D'accord. Alors, tu as 2 choses aussi, il ne faut pas oublier, c'est que c'est vrai, tu as vu mon trading, peut-être les montants sont... Peut-être toi aussi tu traites, je sais. Peut-être qu'on ne traite pas les mêmes montants. Ça peut impressionner quand tu vois les zéros derrière. Et puis quand tu vois qu'un pip, tout d'un coup, il y a beaucoup d'argent qui bouge. Je te l'accorde. Mais ça vient juste de l'expérience et en fait de ta rigueur de trading. Parce que chaque fois que tu traites, tu apprends. Ouais. Et ce que je dis, tu dois juste apprendre de tes erreurs. Tu vois? Donc... l'autre chose aussi, un vrai trader, pas un bouffon, pardon, je voulais pas dire ça, mais un vrai trader, tu verras, c'est rare qu'un trader qui traite avec vraiment toute sa conscience et toute sa stratégie, le type, il va gagner de l'argent, il va rien dire. Moi, j'ai des traders, ils gagnaient de l'argent. Juste, ils se taisaient, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent sur leur stratégie. C'est pas des traders qui gagnent de l'argent sur l'argent des autres, attention. Parce que, moi, je dis toujours, il y a toujours le trader qui traite avec l'argent des autres. Ouais. Et ça, waouh, on en voit beaucoup. Puis tu as le trader qui traite avec son argent. Et un trader qui gagne de l'argent avec son argent, crois-moi, tu le verras jamais s'éclater et faire la fête sur les gains. Ouais. Rarement. Moi, j'en connais pas en tout cas. Excellent. Ouais, et aujourd'hui, en plus, on voit plein d'influenceurs, justement, qui montent du trading, qui vendent des signaux, tu sais, le lifestyle, le trading lifestyle. Donc, moi, je voudrais vraiment avoir ton conseil, parce que tu es quand même quelqu'un qui a de la bouteille dans le trading, dans le forex, dans ce monde-là, dans le monde de la finance, avec un grand F. À tous ces jeunes traders qui débutent, quel serait le plus grand ou les 2 plus grands conseils que tu pourrais leur donner? Alors, on parlait des influenceurs. Il faut juste ne pas être naïf dans cette histoire. Ouais. Les influenceurs, on reprend le cas du trader qui traite avec son argent, qui gagne beaucoup. Alors, je repose la question, quel est le maximum d'argent que tu peux gagner dans le trading? C'est quoi le maximum? C'est illimité potentiellement. Ouais. Il n'y a pas de maximum. Moi, j'ai vu des gens gagner beaucoup d'argent. Maintenant, si tu es tellement fort en tant qu'influenceur, n'est-ce pas, tu vends des signaux, ils sont tous bons, etc., moi, je me pose la question, en plus, ils ont déjà un peu d'argent, tu vois. Si tu te mets 10 000 euros sur 1 an, avec tous ces signaux, bah, tu vas en faire 100 000. Ouais. Puis dans 2 ans, tu en fais 500 000. Et puis c'est juste exponentiel, l'histoire. Ouais. Pourquoi j'irais m'exposer comme ça à montrer mon lifestyle, etc. Ouais, en fait, tout simplement, ils vendent du rêve. Les gens suivent des signaux et les influenceurs sont rémunérés par les clients qui s'enregistrent ou dans un broker ou qui souscrivent des signaux, etc. Ouais. Je veux dire,
Mais à la fin, tu vois ce que je veux dire. Je pense que maintenant, pour revenir sur la question, quel est le conseil aux jeunes, la première chose, informez-vous sur les fonctionnements de base du trading. C'est quoi, notamment sur l'échange? Qu'est-ce qui fait évoluer un marché d'échange? Soyez informés là-dessus. Soyez informés sur les news qui se passent, que ce soit politique, économique, etc. Il y a plein de sites très très bien sur Internet, en toutes les langues, qui aujourd'hui, franchement, celui qui dit ouais, je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas où apprendre, ça veut dire peut-être qu'il ne s'est pas tapé sur un clavier aussi, tu vois, j'en sais rien. Mais il y a tellement d'informations, et je pense que c'est vraiment de comprendre les fondamentaux à la base. Moi, je dirais vraiment, lisez les fondamentaux du Forex, parce que si on parle du Forex, après les autres, voilà, on peut en parler aussi, mais les fondamentaux du Forex, le money management, c'est quoi le money management? D'accord? Votre temporalité en termes de trading aussi. Et après, commencez sans argent. Mais soyez honnête avec vous. Commencez peut-être quelques démos. Et après, toujours, je dis, la démo, c'est bien, mais il y a l'aspect psychologique ne fonctionne pas. Jamais. Parce que moi j'ai vu beaucoup de gens gagner en démo, et quand ils sont en live, c'est différent. Parce que les gars, ils mettent 1000 euros, ils tremblent, ils tremblent. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc après, je dis, tu veux vraiment te former complètement, prends un budget que tu peux perdre, c'est très important, que tu peux perdre. C'est-à-dire, tu les as, au lieu de partir en vacances, tu as envie de ça parce que tu penses que tu vas faire autre chose. Ok, mais si tu n'es pas sûr, pars en vacances, tu vas en profiter. Tu vois, au moins, il faut être clair. Bien sûr, et commence à traiter avec de l'argent réel, et tu auras l'émotion. Parce que quand tu perds, tu vas comprendre un peu ce que ça fait de perdre. Parce que c'est là où tu vas comprendre. Tu vas gagner, tu vas être un peu euphorique, mais c'est vraiment quand tu perds que c'est là que tu vas apprendre, en fait. Et analyse toujours tes pertes. Qu'est-ce qui fait que j'ai perdu? Et est-ce que j'ai perdu? J'avais prévu de m'arrêter là ou pas? Ça, c'est très important. Parce que de gagner ou perdre, fondamentalement, tout le monde va gagner ou perdre. La question, c'est, est-ce que je m'arrête à ce niveau-là? Je m'arrête à ce niveau-là. Et est-ce que j'ai respecté ce niveau-là? Moi, je peux te dire, Nordine, 90% des gens, ils prennent des petits profits, ils gagnent un peu, ils arrêtent leur position. Par contre, quand ils perdent, ils ne veulent pas la clôturer. Hein. Oui, non, le marché va se retourner. Non, je vais prier. Je l'ai fait aussi. Ce n'est pas une critique. C'est l'être humain. C'est plus de 90% des gens. Et puis après, ça arrive à un niveau qu'ils perdent tellement qu'ils clôturent la position et ils ne peuvent plus se retourner. Bon, on prend note. Merci de ce partage. Franchement, il y a de la valeur pour tous les novices, tous ceux qui débutent. Donc, de prendre le temps de bien s'informer sur la gestion du risque. En plus de ça, j'aimerais te parler justement de l'évolution du Forex, parce que maintenant, on peut commencer même avec des petites sommes. D'abord, on peut ouvrir un compte réel avec 50, 100 $. En plus, maintenant, il y a le monde des prop firms qui est lancé. Et j'aimerais parler de ce monde-là, sachant que toi, tu as lancé un projet, si je me trompe. Est-ce que tu pourrais nous en parler, et à quel point ça peut aider justement ces débutants à se lancer dans le marché du trading? Alors, en fait, tout ça, tu as tout à fait raison, Nordine. Je vais revenir, essayer de décortiquer un peu. Donc, effectivement, maintenant, les gens peuvent traiter avec très très peu d'argent. Quelques centaines d'euros, ils ouvrent un compte et ils ont ce feeling grâce à la technologie. Il ne faut jamais oublier, la technologie est montée en puissance. Donc, maintenant, on peut le faire. Alors, les gens, il y a deux méthodes. Un, c'est la méthode traditionnelle d'ouvrir un compte, de déposer, disons, 500 €, et tu commences à traiter. Et puis, si tu gagnes, tu retires ton argent. Et si tu perds, tu l'as perdu, au revoir et merci. Et maintenant, en fait, il y a un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir, on appelle ça en anglais le prop firm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient de quelque chose qui existe de très longtemps. En fait, c'est que les gens, les entreprises traitaient leur argent, en fait. C'est comme les banques traitaient l'argent de la banque, etc., dans le marché. Mais on le démocratise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, et je trouve que c'est très bien, notamment pour les débutants dans le trading, je pense que je ferais ça, moi, en tout cas. Si ça existait à l'époque. En fait, ce qui se passe, c'est que tu ouvres, d'abord, tu n'ouvres pas de compte. Tu achètes comme une option, mais c'est même pas une option, oui, c'est un droit, si tu veux, à avoir un compte d'un certain montant, d'accord?
tu achètes un droit à avoir un compte si et uniquement si tu es performant dans le trading. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va te donner des conditions, mais c'est plutôt dans le but d'éducation. C'est-à-dire, on te dit, tu ne peux pas perdre plus que 30% par jour, 30% cumulé, est un objectif de gain de X%, d'accord? Avec des conditions, tu dois avoir une position, tu ne peux pas la fermer ou ouvrir dans la seconde, restriction de trading pour tous les scammers qu'il y a dans le monde, en fait. Mais ça va te donner, qu'est-ce que ça va te donner? L'obligation de respecter ton money management, de respecter les règles de base du trading et d'être un trader, si tu veux, consciencieux. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as 2 challenges, en fait, en clair. Tu as 2 challenges et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dois passer le premier niveau. Après, tu passes le deuxième niveau, un peu. C'est là où tu dois apprendre, etc. Et si tu passes le deuxième niveau, alors là, tu as ce compte pour lequel tu avais acheté le droit à l'accès à ce compte en faisant, disons, ces conditions. Tu as accès à traiter avec cet argent. Tu ne mets pas d'argent en tant que client, on va dire. Hein. Tu as juste le droit. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas continuer ton trading comme tu l'as fait. Ça, c'est très, très important. Et là, le broker va te partager 50% des profits. Et ça peut monter jusqu'à 80%, 90%. Ça dépend, en fait, de ton niveau de progression. Ouais. C'est quoi le but dans tout ça? C'est de vraiment de donner, d'un point de vue réel, l'opportunité aux gens de traiter de manière consciencieuse et constante. C'est ça le but. Ouais. Parce qu'à la fin, s'ils traitent n'importe comment, ils ont perdu, si tu veux, ce qu'on appelle des challenges. Hein. Ils perdent le challenge et puis ils doivent recommencer. Ouais. Tu vois? Alors, de nouveau, l'avantage, je trouve que c'est bien, c'est parce que tu vois, les challenges commencent à partir de 80 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et je trouve que ça te donne vraiment... Parce que même si tu traites, genre, c'est pas ton argent, mais tu sais que tu peux obtenir quelque chose au bout, donc tu vas te discipliner. Ouais. Donc, et ça, c'est vraiment, je trouve, un truc super intéressant. Et en plus, tout est assez facile, en fait, hein, dans le process, parce que tu n'as pas besoin d'ouvrir un compte, tu dois t'enregistrer, tu dois acheter le challenge, hein, mais tout le monde achète des choses aujourd'hui sur Internet. Et c'est terminé. Tu n'as pas besoin de faire un dépôt, ta banque, etc., ta carte de crédit. Tu payes tes 80 € et c'est terminé, quoi. Excellent. Et tu commences direct, quoi. OK. Mais moi, ce que je pense, la clé vraiment dans ce challenge, c'est que quand tu es étudiant, par exemple, moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, j'essayais avec 200 €, 300 €, 500 €. Et tu rêves justement d'être un bon trader, de faire des millions, mais avec l'expérience, tu te rends compte que c'était super naïf. Tu ne vas pas transformer, faire des millions avec 500 €. Mais aujourd'hui, parce qu'avec le scaling up, tu peux commencer avec un compte à 100 000 et aller jusqu'à 1 million de dollars. Ouais. En fait, comment ça marche, le scaling up? En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, après, une fois que tu as réussi donc, tes 2 challenges, on va te donner un compte, donc ça c'est un compte à 100 000 €, tu parles. Puis après, il faut que tu traites à 100 000 €, il faut que tu aies une performance. Et si tu touches cette performance, on va rajouter de l'argent. Et ainsi de suite jusqu'à 1 million. Donc, il y a vraiment... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, disons, du process, mais en fait, c'est... Mais la clé de tout ça, c'est que si tu es bon sur ces 2 premiers challenges, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, c'est hyper important d'être consciencieux, comme je disais avant, dans ton trading, analyse, ta gestion du risque, etc. Et de la continuer. Parce qu'on voit aussi, ce qui se passe, c'est que les gens sont super consciencieux là, ils réussissent, et quand c'est du vrai argent, ils veulent gagner de l'argent tout de suite, et ça part en fumée. Ouais. Parce qu'il y a toujours des restrictions de perte maximum. C'est vraiment un peu... Imagine-toi un fonds de pension qui doit traiter son argent, il va être très, très minutieux dans ses prises de position, dans son risque, etc. Donc oui, il y a cette ouverture que tu peux avoir jusqu'à 1 million, un compte d'1 million, et l'argent que tu gagnes, tu vas en toucher jusqu'à, je crois, 80% du profit. Ouais. T'imagines, c'est quand même... Imagine, tu as un compte à 1 million et tu gagnes, je ne sais pas moi, 100 000 € tous les 2 mois de trading et tu touches 80% de ces 100 000 €. Eh ben, be my guest. Ouais.
C'est genre, j'en serais ravi parce qu'en C'est- fait, ce qui se passe, c'est que c'est des gens comme ça qu'on cherche en fait, Mhm. parce que on veut des gens voilà, qui nous témoignent de leur succès. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les gens qui perdent, c'est les gens qui gagnent. Ouais. C'est là où on crée cette communauté de traders, de vrais traders. Super, ouais, franchement excellent. Maintenant, comment tu vois l'évolution, euh, aussi bien d'un côté Traders Trust et la propre firme, est-ce que tu pourrais me rappeler son nom? Alors, la propre firme, c'est Trading Cult. Trading Cult. Voilà, le culte du Culte. trading. Hein. Excellent, ouais, ouais. Ouais. Ouais, Donc ouais. l'évolution de Trading Cult, l'évolution de Traders Trust, les 5 prochaines années, on va Oh, dire moyen, long terme. alors, écoute, on va dire déjà, c'est le but de ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est vraiment de créer un écosystème, en fait, un peu. Hein. Parce que Mhm. tu as le broker. Avec le broker, on donne des outils de social trader, de copy trader. On a plein d'outils comme des VPS, comme qu'est-ce qu'on a, des calculateurs. Bref, Ouais, on a pas ouais. mal de choses. On a d'autres plateformes comme le C-Trader, qui est une Ah, ok. plateforme incroyable, Ouais, ouais. qui est super bien, qui a un front-end, ce qu'on appelle une interface, pour moi, qui est une des meilleures Ouais, sur je le l'adore. marché. Ouais. Ok, pour les gens qui aiment traiter, alors là, celle-là, elle est magnifique. Et on vient ajouter Trading Call. C'est quoi l'idée? C'est que Trading Call, si tu veux, va nous alimenter des bons traders qu'on va avoir dans Traders Trust. Et en fait, c'est là où on va créer cette communauté, en fait. Des gens qui pourront suivre les traders, qui pourront peut-être répliquer des trades, pas trop haut niveau, parce qu'il y a aussi toujours le risk management. Mhm. Mais on va dire que c'est là où on est en train de vraiment de créer cet écosystème, toujours avec les mêmes valeurs. Et pour l'instant, on va dire, on va faire en sorte qu'on ait une bonne cohésion là-dedans. Et après, la suite, voilà, après, il y a les intelligences artificielles qui sont en train d'arriver en masse. Mhm. Et là, je pense qu'on va ouvrir un nouveau chapitre très prochainement Ouais. sur ce qui est en train de se passer. En fait, ça va être des outils à l'aide à la décision dans le trading, en fait. Mhm. En fait, on savait tout ça, seulement on n'avait pas les outils toujours, c'est toujours la même chose, hein, de pouvoir le faire. Maintenant, avec ces machine learning, etc., ça devient très très puissant et on peut, je ne veux pas dire décider du marché, de ce qui anticiper le marché, mais on aura des bons indicateurs. Excellent. Donc, Autant que... je pense qu'on part là-dedans. Ouais, Il y a toute la notion du service à la clientèle aussi qui s'automatise de plus en ouais, plus. De nouveau, je pense que les gens ne veulent même plus parler avec les gens, mais ils veulent parler avec quelqu'un quand ils ont un vrai problème. bien sûr. Mais sur le B à bas, ben, voilà, ça passe très bien. Il suffit d'avoir un bon FAQ Mhm. bien enrichi. Et je vois de moins en moins on a de contact, malgré que ce n'est pas nous qui demandons, qui sommes contre. On est toujours à disposition. Mais on ne va pas embêter les gens s'ils ne veulent pas être embêtés. Ok. C'est- Nicolas, on s'approche un petit peu de la fin, il nous Ouais. reste encore quelques minutes. Ouais. Donc, j'aimerais faire un petit tour de fire question, tu sais, Ok. des petites questions rapides, Ouais. et tu peux répondre en un ou deux mots. Ouais. Donc, allez, d'abord, thé ou café? Café, Analyse technique ou fondamentale? fondamental. Tu es plutôt matin ou soir? Soir, Plutôt devise ou crypto? devise. Une devise préférée? Euro-dollar, dollar suisse. Ok. Apple ou Android? Android, Trading court terme ou long terme? court terme. Fondue ou raclette? Oh là, c'est la plus difficile, celle-là. Si je peux alterner un jour une, un jour l'autre, Ah, je ok. préfère. Ça, c'est la plus dure, tu vois. Trading manuel ou automatique? Manuel. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? On va dire montagne l'été Ouais. et plutôt plage l'hiver. Non, j'aime les deux, Ouais. franchement, voilà, après. En Suisse surtout, la Non, montagne. mais la montagne, j'adore. Ouais. Je trouve. De plus en plus, on va dire. Ouais. Parce que je supporte de moins en moins la chaleur, donc. Je sais que tu skis beaucoup. Est-ce que tu Ouais, skis toujours? ouais, alors un peu moins maintenant, mais. Tu snowboardes par contre, non? J'ai fait du snowboard pendant 15 ans, ouais. Ah, ok, ok. Ouais. Excellent. Et la petite dernière, tu es plutôt voiture neuve ou classique? Classique car, définitivement. Classique. Ah, ouais. Un modèle préféré? Fiat Dino, Spider. Fiat Dino Spider. Ouais. Et 2004. si je me trompe, tu en as une. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est le gros kiff? Ah ouais, c'est la voiture, tu vois, c'est de nouveau des rêves d'enfant. Hein. Ouais. Toujours la même histoire. Ouais. On peut reprendre toutes les histoires, ça part toujours de ton enfance. Je voyais cette voiture, mais j'étais halluciné. Elle est magnifique.
J'ai halluciné. Alors, ça m'a pris 2 ans, je l'ai fait refaire, etc. C'est une Pininfarina ou pas? Ah oui, c'est une Pininfarina. Ok, excellent, excellent. Donc, voilà. Ah bah, génial. Bah, Nicolas, je te remercie vraiment pour ton temps. C'est encore une fois un honneur et un plaisir d'avoir eu l'occasion de faire ce premier podcast avec toi. Bah, écoute, c'est le plaisir est pour moi, on se connaît depuis longtemps, Nordine. Ouais. Je ne pouvais pas te refuser cette interview. C'est vraiment gentil de ta part. Voilà, Eh ben, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une deuxième partie. cool. Ça Merci marche. bien. Merci. À